Bon, la Constitution des États-Unis a donné finalement des règles avec lesquelles les 13 États vont fonctionner. C'est bien. Puis là, comme on l'a vu, on a amorcé un processus électoral qui va mener à l'élection d'un président. Mais malgré tout ça, donc, il faut créer l'État de toutes pièces, littéralement. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va voir dans les prochaines minutes, de quelle manière se bâtit cette première administration, ces premières administrations. D'abord, la première chose, ben, c'est qu'il faut voir, faut choisir une capitale. Et là, la question, est-ce qu'on choisit New York ou Philadelphie, qui étaient à ce moment-là les deux plus grosses villes? Et que surtout, ben, ce qu'on cherche à faire, c'est de ne pas favoriser ni le nord ni le sud dans la sélection de la capitale. Évidemment, en Virginie, on souhaiterait bien que ça soit Richmond, donc il y a tout un débat autour de ça. Et que, ben, dès 1790, on s'entend pour créer de toutes pièces une nouvelle capitale. Pour l'instant, dans les plans originaux, on l'appelait Federal City. Et donc, l'idée, c'était de choisir un lieu, un endroit qui serait un peu central et qui ne serait pas nécessairement inséré dans un État. Donc, on commence déjà à penser à l'idée de créer un district différent. Donc, c'est ça, Washington, quand on dit Washington, D.C., ben, c'est le District of Columbia. Ce n'est pas un État. Et donc, on créerait une ville qui serait contrôlée par le Congrès, qui serait gérée par le Congrès des États-Unis. Mais là, évidemment, pour l'instant, cette ville-là, elle n'est pas créée, elle n'est pas fondée, elle n'a rien. Donc, l'idée, c'est de choisir une capitale. Donc, la première capitale, c'est vraiment, c'est à New York. Le gouvernement, là, ici, c'est une scène qu'on voit ici, c'est l'investiture, la première investiture, donc, de George Washington. Donc, c'est un endroit qu'on appelle Federal Hall. Donc, c'est un édifice qui était quand même assez gros à New York. Et la capitale, donc la première, donc, va siéger, le premier Parlement américain va siéger à New York en 1789 et 1790. Le Federal Hall à New York a changé de visage un peu avec le temps, mais il est encore là, au cœur du district financier à New York. Après ça, ben, la capitale se déplace à Philadelphie au Congress Hall et c'est là que le Parlement des États-Unis, le Congrès des États-Unis va siéger pendant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on inaugure la ville de Washington. Donc, les représentants siégeaient dans cette chambre-là et les sénateurs, bien évidemment, avaient leur propre pièce. Évidemment, comme il y avait seulement 13 États, bien, le nombre de représentants et de sénateurs était relativement limité. Ça ne prenait pas donc des édifices nécessairement très gros. Quant à la fameuse Federal City, qui éventuellement, ben, après le décès de Washington, on va décider de nommer la ville en l'honneur du général et du premier président. Donc, la conception de cette ville-là a été donnée à un Français, un ingénieur français qui s'appelle Pierre L'Enfant. Pierre L'Enfant était, donc, comme je disais, ingénieur, mais il a également servi durant la guerre d'indépendance des États-Unis, évidemment pour la cause indépendantiste. Et c'est à lui c'est lui qui va finalement, c'est son plan finalement qui va être retenu pour créer la ville de Washington. Donc, toute l'espèce de perspective vont regrouper à des endroits dans une zone relativement restreinte, regrouper les édifices gouvernementaux, la résidence du président et ainsi de suite. Ben, c'est lui qui va concevoir tout ce plan-là. Mais évidemment, toute cette espèce d'assemblage-là, ben, il va évoluer définitivement avec le temps. Bon, George Washington va constituer un premier cabinet en 1789, un cabinet qui est relativement restreint. C'est peut-être 7 ou 8 personnes, mais là, parmi les plus importantes, ben, on va retrouver évidemment Jefferson et Hamilton, et puis bon, Knox, Randolph, bon, il y en aura un certain nombre. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que deux des postes clés, c'est-à-dire secrétaire d'État et secrétaire au Trésor, il y a Thomas Jefferson et Alexander Hamilton. Deux individus qui avaient largement servi la cause de l'indépendance des États-Unis, définitivement. Deux individus qui avaient été importants dans la conception et la rédaction de la Constitution des États-Unis, mais deux individus avec des visions diamétralement opposées à ce que quant au développement futur des États-Unis. Et là, justement, Washington a eu comment je pourrais dire, à jouer le rôle d'arbitre d'une certaine manière entre ces deux-là.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les pères fondateurs des États-Unis n'avaient pas nécessairement prévu la création de partis politiques. On trouvait, ben, en regardant le modèle britannique, on trouvait que la politique partisane, c'est pourrait être un facteur de division. Par conséquent, on n'avait pas nécessairement prévu de partis politiques. Mais dès le départ, dès même l'intérieur de ce premier cabinet-là, il y a des factions qui commencent à s'organiser, des factions qui commencent à se structurer. On a créé aussi un poste de vice-président à travers tout ça, et c'est la job de vice-président est revenue à John Adams, un autre qui s'était illustré pendant toute la période révolutionnaire. Et pour John Adams, un homme habitué à l'action, lui trouvait que la job de vice-président, c'était la pire invention de l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas véritablement de pouvoir, il ne participait pas nécessairement au, au fonctionnement de l'État. Donc, pour, comme je le disais, comme pour cet homme-là qui a toujours été dans l'action, qui a été ambassadeur en France, ambassadeur en Angleterre, qui a participé aux congrès continentaux, qui a participé à la conférence constitutionnelle, pour cet homme-là habitué à l'action, il a passé 8 ans vraiment, passez-moi l'expression, mais à s'emmerder sérieusement. Mais donc, je parlais de factions. Ben, dans ce premier cabinet où il y aura passablement de chicanes, il faut voir, donc, c'est la guerre entre Thomas Jefferson et Alexander Hamilton, qui, eux, représentent vraiment deux groupes distincts. Hamilton, lui, croit que la masse, c'est-à-dire la population, est incapable de se gouverner et que par conséquent, ça prend un gouvernement fort, un gouvernement central fort pour donner une orientation au développement des États-Unis. Et lui, ce qu'il voit, c'est une alliance, ce que ça prend, c'est une alliance entre le gouvernement central et la classe possédante, c'est-à-dire le gouvernement central devrait justement s'appuyer sur les gens les plus riches essentiellement pour justement fonctionner. Donc, cette idée d'avoir un gouvernement central fort, ben, c'est la notion de fédéralisme, c'est-à-dire donc et Hamilton, mais plusieurs autres y croient, mais on veut un gouvernement central fort. À l'inverse, ben, il y a ceux qui disent qu'un gouvernement central fort minerait les libertés individuelles. Et à la tête de ce courant-là, ben, c'est Thomas Jefferson. Lui, ce qu'il voudrait, c'est d'avoir un gouvernement central qui s'occuperait, oui, des choses communes, ne serait-ce que la défense, peut-être un peu, peut-être s'occuper du système postal, des choses comme ça. Mais essentiellement, le gros des pouvoirs devrait résider entre les mains des États. Et ça, ben, c'est le courant antifédéraliste. Et là, ben, ces deux courants-là, et comme je le disais, il n'y a pas de parti politique aux États-Unis, mais définitivement, il y a des tendances qui commencent à s'exprimer haut et fort. Et là, il y a un combat. Et ce combat-là, ben, c'est justement quel sera le développement futur des États-Unis. Et d'une certaine manière, les antifédéralistes, comme Thomas Jefferson, qui croient qu'il faut donner plus de pouvoir aux États, pensent à une société, pensent à un développement américain qui serait davantage axé sur l'agriculture. Que le cœur des États-Unis, ce sont les agriculteurs et que ce sont des gens pleins de bon sens et que c'est à eux qu'on devrait remettre justement les rênes de l'État d'une certaine façon. Alors que les fédéralistes, quand je parlais d'une alliance, quand Milton parlait d'une alliance entre la classe possédante et le gouvernement, ben eux, ça serait davantage un modèle industriel calqué sur celui de l'Angleterre. Et là, ben, ce sont ces tendances-là qui s'affrontent au sein du premier cabinet de Washington. Et d'une certaine manière, Washington va avoir tendance à appuyer justement Alexander Hamilton. Et donc, c'est la vision hamiltonienne des choses qui va prévaloir en bout de ligne. Le gouvernement doit prendre une part active dans les affaires économiques. Il doit être épaulé par les marchands et les industriels. Donc, autrement dit, ce que veut Hamilton, c'est que si les États-Unis parviennent à se développer, ça sera par un développement industriel qui, lui, va générer pas mal de richesses. Oui, bien, l'agriculture, oui, elle est importante, dit Hamilton, mais d'une certaine façon, ça va prendre justement, si on veut survivre dans ce monde-là, ça va prendre un développement davantage industriel. Et là, Hamilton, ben là, pour lui, justement, secrétaire au Trésor, ben, il y a trois choses qu'il veut régler très rapidement. Premièrement, le gouvernement doit régler sa dette. Ça, c'est la première des choses. Le gouvernement doit régler la dette. Donc, essayer le plus possible de ne pas être endetté, essayer le plus possible de ne pas, en fait, payer sa dette à la France. Mais là encore, là, ça va être difficile parce que la Révolution française bat son plein, mais aussi régler sa dette auprès des grandes banques. Et là, donc, il dit le gouvernement doit se sortir de ce bourbier-là. Et pour ce faire, ben là, il dit on a besoin d'une banque centrale et, là, et avoir justement l'émission d'une monnaie commune. Et une banque centrale qui pourrait assurer
voulait aussi aider au développement du commerce. Et ça, l'idée d'une banque centrale, ça va faire peur à beaucoup d'antifédéralistes qui voient là un exemple d'un gouvernement qui deviendrait intrusif dans la vie quotidienne finalement des Américains. On n'en voulait pas. Et donc, la première banque centrale, elle est créée quand même par Hamilton et par le premier cabinet de Washington, mais on lui donne une charte pour 20 ans. Et là, ben, 20 ans plus tard, on verra si elle sera renouvelée. Fait que donc, c'est quand même intéressant tout ce débat-là. Mais on voit bien ici la vision d'Hamilton, c'est-à-dire qu'il faut créer un État central fort. Puis finalement, ben, pour financer l'État, ben, il va falloir créer des impôts. Le gouvernement fédéral doit trouver des façons de se financer et créer des impôts indirects pour financer, par exemple, imposer des taxes sur le whisky, par exemple. Et ça va donner un premier conflit important. On va avoir le Whisky Rebellion. Bon, je fais juste faire une petite entracte ici, juste pour expliquer, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas nécessairement de parti politique au départ aux États-Unis, mais il y aura des tendances. Fait que là, puis là, ben, je vais juste essayer de vous expliquer en quelques minutes les systèmes politiques qu'il va y avoir aux États-Unis. Entre 1792 et 1824, il va y avoir ce qu'on appelle le premier système. Ce ne sont pas des partis formellement organisés, mais on va voir définitivement des tendances, la tendance fédéraliste, représentée par Alexander Hamilton et John Adams qui veulent un gouvernement central fort, et un parti, en fait, une tendance démocrate républicaine, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, les démocrates républicains, donc la tendance antifédéraliste qui veut plus de pouvoir, donner plus de pouvoir aux États. Entre 1816 et 1828, ben là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'ère des bons sentiments. C'est-à-dire que là, les tendances fédéralistes et antifédéralistes ont tendance à s'estomper et on dirait que tous les candidats à la présidence émanent à peu près d'une même source d'une certaine façon. Ce qu'on va appeler aussi, ben, on l'appelle le Parti national républicain. Après ça, il y aura véritablement un deuxième système. Et là, on va commencer à avoir des partis politiques mieux organisés. Le premier parti politique formellement organisé aux États-Unis, c'est le Parti démocrate. Il va être fondé par Andrew Jackson, et ça, on va en parler abondamment d'Andrew Jackson, qui, lui, souhaite renforcer le pouvoir de la branche exécutive. Et il y aura les Whigs, menés à cette époque-là, là, vers le milieu du 18e siècle, par Edward Clay, qui vient du Sud, euh, qui, lui, veut donner plus de pouvoir à la branche législative, c'est-à-dire au Congrès des États-Unis. Puis finalement, ben, à partir de 1854 jusqu'à la fin du 19e siècle, il y aura un troisième système politique, appelons ça comme ça. Et là, ben, ce sont les partis qu'on connaît aujourd'hui, le Parti démocrate et le Parti républicain. Le démocrate, ben, durant cette deuxième moitié du 19e siècle, c'est le parti des esclavagistes qui veut donner plus de pouvoir aux États. Pardon. Et il y aura les républicains qui, eux, c'est un parti qui a été fondé pour s'opposer à l'esclavage et qui, lui, veut renforcer le pouvoir du gouvernement central. Et on le verra bien, par exemple, avec Abraham Lincoln, qui va carrément, justement, d'un trait de crayon, abolir l'esclavage. Évidemment, ben là, le Parti démocrate était le parti plus conservateur, définitivement, les républicains étaient le parti plus progressiste. Et cette tendance-là, ben évidemment, va changer au début du 20e siècle, et ça, on en reparlera en temps et lieu. Donc, je ferme mon entracte. Comme je le disais, la vision hamiltonienne des choses pousse pour un développement plus industriel aux États-Unis. Et pour Hamilton, John Adams et plusieurs autres qui croient en ce développement-là, ben, c'est qu'ils s'aperçoivent que les États-Unis ont tous les atouts entre leurs mains pour justement réaliser un passage vers l'industrialisation. Donc, on va calquer, comme je vous le disais, un petit peu le modèle anglais. Ce qui va donner un élan absolument formidable à ce développement industriel, c'est l'achat de la Louisiane. Donc déjà, avec la guerre d'indépendance, les États-Unis avaient mis la main sur une portion de territoire important. Donc les États-Unis s'étendaient de l'Atlantique jusqu'au Mississippi. Mais que là, justement, au tout début de l'histoire des États-Unis, arrive cette espèce d'achat vraiment formidable. Donc cette espèce d'immense territoire qui s'appelle la Louisiane. La Louisiane avait été un territoire contrôlé par la France entre 1699 et 1762. En 1762, la France avait vendu ce territoire-là à l'Espagne et de 1762 jusqu'à 1800, l'Espagne avait géré cette espèce d'immense territoire à l'ouest du Mississippi, un espèce d'immense territoire aux frontières un peu floues, appelons ça comme ça.
En 1800, Napoléon Bonaparte, qui est à peu près au sommet de sa puissance, rêve de refaire, de reconstruire un empire colonial français en Amérique. Et Napoléon procède, rachète finalement ce territoire-là de la Louisiane des mains de l'Espagne. Et là arrivent les États-Unis. Les États-Unis avaient un problème, c'est que leur expansion vers le sud était bloquée justement par des possessions espagnoles, notamment en Floride. Et ce que voudraient les États-Unis, c'est d'avoir un accès au golfe du Mexique. Et c'est pour ça que le président à l'époque, donc là on est au début des années 1800, le président à l'époque c'est Thomas Jefferson. Thomas Jefferson voudrait procéder à l'achat de la Nouvelle-Orléans. Et donc, la Nouvelle-Orléans fait partie de l'immense Louisiane française et donc demande à des. On va envoyer des émissaires en Europe pour négocier l'achat de la Nouvelle-Orléans aux mains du gouvernement de Napoléon. Et là, ben, les négociations commencent et les États-Unis sont prêts à payer jusqu'à 10 millions de dollars pour mettre la main sur la Nouvelle-Orléans. C'est l'enveloppe qu'avait donnée essentiellement le président Jefferson à ses émissaires et qu'au cours des négociations, finalement, ben, le ministre français de Napoléon, ben, qui va, lui, il va proposer finalement aux représentants américains, que diriez-vous d'acheter la Louisiane au complet pour 15 millions de dollars? Et là, ben, on peut s'attendre, on peut comprendre finalement que les représentants américains ont, un, été surpris de l'offre. Deux, ben là, on ne peut pas nécessairement téléphoner, envoyer un télégraphe ou quoi que ce soit, mais les représentants américains vont quand même accepter l'offre de 15 millions de dollars. euh, croyant qu'ils faisaient une bonne affaire et c'était une excellente affaire. Si vous posez la question, les 15 millions de dollars de l'époque, ça équivaudrait à peu près à 345 millions de dollars actuels. Donc, pour 15 millions de dollars, pour une bouchée de pain, ben, presque d'une certaine manière, euh, les Américains mettent la main sur 2 144 000 kilomètres carrés. Fait que c'est vraiment un achat considérable, considérable, considérable. Ce qui, donc, ça représente en totalité ou en partie 15 États actuels des États-Unis. C'est vraiment gros. Et ce qui est un petit peu ironique aussi, c'est de penser que c'est Thomas Jefferson, un président qui voulait plus de pouvoir, qui donnait plus de pouvoir aux États et donner et limiter le pouvoir du gouvernement central. Jefferson va procéder à l'achat, va donner encore plus de pouvoir au gouvernement central. Comment? Ben, parce que le gouvernement central va devoir gérer tout cette espèce d'immense territoire-là. Mais donc, l'achat de la Louisiane va changer carrément les choses. Va changer carrément les choses parce que là, les États-Unis vont mettre la main sur des ressources absolument formidables des ressources qui vont assurer le développement futur du pays. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a sur ce territoire-là, et c'est là que le président des États-Unis, Jefferson, je le rappelle, va demander à deux militaires, William Clark et Meriwether Lewis, de monter une expédition pour aller explorer ces territoires de l'Ouest et voir quelles sont les ressources, voir quel genre de population habite là, prendre contact avec les populations autochtones. Donc, une espèce d'immense expédition qui va durer de 1803 à 1806. Et l'autre objectif de l'expédition aussi, ce que Jefferson leur avait demandé, c'est est-ce que vous êtes capable de trouver une route vers le Pacifique, une route par des voies d'eau pour arriver à l'océan Pacifique. Et c'est ce que Lewis et Clark vont faire. Ils vont se promener, ils vont rencontrer justement, ils vont entrer en contact avec toutes sortes de populations, différents groupes des Premières Nations et vont tenter de trouver la route vers le Pacifique, ce qui sera fait en bout de ligne. Traverser les Rocheuses et tout ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'expédition, elle va partir de Saint-Louis. Donc, Saint-Louis, qui est une ville située au Mississippi, c'était littéralement la porte de l'Ouest. C'était la ville aussi où se regroupaient pas mal de trappeurs, de gens qui vivaient encore beaucoup du commerce des fourrures. Et Saint-Louis, une ville qui avait été fondée par des Français, était encore fortement peuplée par des descendants de ces Français-là, en fait, on pourrait dire par des Canadiens. Euh, donc, une ville qui a encore une forte population francophone. Et pour leur expédition, pardon, Lewis et Clark ont engagé ces trappeurs-là pour leur servir de guide et pour leur servir également d'interprète, parce que ces gens-là étaient souvent capables de parler deux, trois, quatre langues amérindiennes différentes. Donc, on les engage comme guides. Et un des guides qui va être engagé, c'est un Canadien français qui s'appelle Toussaint Charbonneau et qui va partir en expédition avec sa femme. Donc, c'est une jeune autochtone qui s'appelle Sakagawe.
Et elle parle plusieurs langues amérindiennes. Toussaint Charbonneau, la même chose. Et ils vont justement s'en aller vers l'ouest. Et la Sacagawea en question va garder une place particulière dans l'histoire des États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'en cours de route, ben, elle est enceinte et elle va donner naissance justement au cours de cette expédition-là à un fils. Donc, on voit ici Toussaint Charbonneau, qui lui ne parlait pas l'anglais, mais il parlait français et plusieurs langues amérindiennes, ce qui est commode. Mais donc, lui et plusieurs autres comme ça vont faire partie de cette expédition. Et qu'en cours de route, comme je le disais, Sacagawea va donner naissance à un fils qui s'appelle Jean-Baptiste Charbonneau. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que sur la pièce de 1 dollar en monnaie des États-Unis, on retrouve le visage de Sacagawea avec son fils. Et c'est intéressant de penser que c'est Jean-Baptiste Charbonneau qui est sur la pièce de 1 dollar en argent, en or, excusez, américain. Sacagawea, éventuellement, va laisser son fils au commandant Clark, qui va l'adopter et va lui faire de grandes études. Mais bon, ce qui est intéressant de constater, c'est l'achat de territoire. Et là, tout d'un coup, ben, le plus grand territoire, on va avoir besoin de plus de population, et c'est là qu'on va voir justement l'arrivée de nombreux Européens au 19e siècle. Entre 1815 et 1860, c'est 5 millions d'Européens qui vont traverser aux États-Unis. 5 millions d'Européens, si on aura l'occasion d'en reparler dans une capsule subséquente, 5 millions d'Européens qui cherchent essentiellement à venir trouver une vie meilleure. Et les États-Unis ont l'espace. Et on va leur offrir justement à ces immigrants-là des conditions assez exceptionnelles pour mettre la main sur des territoires. Donc, c'est un peu le principe au 19e siècle de vient qui veut, vient qui peut. Il va y avoir une explosion démographique importante aux États-Unis. Et ça, comme je l'ai dit, dans une des prochaines capsules, on va regarder cet élément-là plus en détail. Mais donc là, avec l'achat de territoire, ce qu'il faut voir justement, c'est avec l'achat de la Louisiane en 1803 et d'autres achats territoriaux qui vont survenir au 19e siècle, les États-Unis possèdent justement tous les éléments nécessaires pour avoir un décollage industriel important. D'abord, on a l'espace. L'espace, donc et sur cet espace, donc sur ce territoire américain, on retrouve toutes sortes de ressources. On aura des ressources agricoles, évidemment, mais on a également tout le charbon nécessaire pour alimenter l'industrie. On a toutes sortes de ressources naturelles qu'on va pouvoir exploiter. Il y a le coton du Sud qu'on va pouvoir transformer en vêtements. Donc, sur cet espace américain, toutes les ressources sont nécessaires. Si on compare par exemple avec l'Angleterre qui est obligée de compter énormément sur ses colonies pour alimenter son industrie, aux États-Unis, on retrouve sur le territoire américain tout ce qui est nécessaire pour alimenter ce décollage industriel. Donc, on a les ressources naturelles, la population qui augmente, mais ça va créer une main-d'œuvre qui est nécessaire justement à ces décollages industriels. Et cette population qui augmente, ben, va également devenir consommateur. Donc, c'est à qui on va vendre des ressources, à qui on va vendre des produits originalement, ben, c'est à cette population-là qui augmente constamment, constamment, constamment au 19e siècle. Les États-Unis possèdent des capitaux, donc très rapidement, mais même, on le voyait même à l'époque coloniale, qu'il y a des fortunes colossales qui se sont constituées. Donc, des fortunes colossales, bien, principalement dans les États du Nord-Est, dans l'État de New York, Massachusetts, Pennsylvanie, et ainsi de suite. Il y a des capitaux importants. Et ce sont ces capitaux-là dont on a besoin pour justement investir dans le développement, dans la machinerie nécessaire à faire fonctionner le développement industriel. Les États-Unis possèdent également un savoir technologique qui est quand même important. Au début, on se fiait beaucoup au modèle britannique, mais très rapidement, il y a énormément d'innovations technologiques qui vont apparaître aux États-Unis. J'y reviens dans quelques instants. Et aussi, surtout, finalement, les États-Unis vont développer un réseau de transport qui va permettre justement d'instrumentaliser tout ça. Réseau de transport qui va permettre justement la circulation des richesses naturelles, qui va permettre la circulation à travers les 13 États des produits finis, des produits industrialisés. Donc, un réseau de transport important. Ça aussi, j'y reviens dans quelques instants. Quand je parlais de la technologie américaine, on voit dès la fin du 18e siècle, il y a un ingénieur au sud qui s'appelle Eli Whitney qui va inventer le cotton gin, autrement dit en français, une égreneuse à coton. Le coton
C'est une fibre quand on l'accueille qui est remplie de petites graines. Et là, ça prenait à la main-d'œuvre, donc aux esclaves, pas mal de temps finalement à séparer la fibre de ces petites graines-là. Et là, tout d'un coup, avec sa machine, Whitney va réduire, va réduire ce temps-là énormément. Et tout d'un coup, ben, c'est que la capacité justement de produire du coton, d'arriver avec la fibre, va être augmentée par 6, éventuellement par 12. Donc, autrement dit, cette machine-là, elle est quand même formidable d'un point de vue technologique, mais en même temps, c'est une machine qui est absolument atroce quand on la regarde de l'autre sens. C'est que là, tout d'un coup, les grands planteurs vont être capables de produire davantage et là, on aura besoin davantage d'esclaves. Alors, c'est une machine qui va, d'une certaine manière, euh, comment je pourrais dire, renforcer encore plus cette institution-là qui s'appelle l'esclavage. Autre exemple intéressant, ben, c'est Robert Fulton qui crée la navigation à vapeur. Il va aller proposer sa machine en Angleterre, va proposer sa machine au début du 19e siècle aux Français qui vont la refuser. Éventuellement, ben, il va finir que par la mettre au point. Et ça, ben, ça va être c'est une avancée majeure, majeure, majeure dans l'histoire des transports aux États-Unis, parce que là, tout d'un coup, on a un navire qui n'est pas dépendant des éléments. Un voilier dans une journée sans vent, c'est compliqué. Un voilier dans une journée de tempête, c'est compliqué également. Là, ici, avec la navigation à vapeur, le navire va fonctionner toujours ou essentiellement à la même vitesse, peu importe les conditions météo. Fait que ça, c'est un autre exemple de développement technologique important aux États-Unis. Cyrus McCormick va développer la moissonneuse, donc une machine qui va être capable justement de faucher, de faire les récoltes pas mal plus rapidement. Ça va être beaucoup plus efficace. Euh, Messieurs Howe et Singer qui vont inventer la machine à coudre. Ça, c'est une autre avancée technologique majeure. Ce sont des Américains. Samuel Morse qui va inventer le télégraphe. Donc ça va carrément révolutionner le monde des communications. Et rapidement, ben, les États-Unis vont se couvrir de poteaux et de fils télégraphiques. Et là, ben, les communications, comme je vous le dis, seront nettement plus rapides. Samuel Colt, évidemment, il n'invente pas l'arme à feu, mais il va inventer une façon de produire en série, justement, des armes à feu. Et ce sont des armes à feu qui sont facilement réparables, appelons ça comme ça. Quand on achetait un Colt, ben, ça venait avec tout le petit kit de réparation et d'entretien. Donc, vraiment, la production industrielle des armes à feu, ben, c'est aux États-Unis que ça débute. Et on pourrait peut-être associer ça aussi avec le début des vols à main armée et le début de la violence avec les armes à feu, qui, on dirait, fait partie de l'histoire américaine. Monsieur Gatling qui invente une mitraillette, ça va révolutionner la façon de faire la guerre. On va la voir à l'œuvre particulièrement durant la guerre civile. Ça va être une grande faucheuse. C'est une arme absolument redoutable. C'est George Pullman qui, lui, va changer la façon dont on voyage en train. Il va créer toutes sortes d'intérieurs pour les différents wagons. Donc, ça va devenir plus luxueux. Il va créer les wagons restaurants et tout ça. C'est une autre innovation, comment je pourrais dire, américaine. Je vous parlais de l'importance du système des transports. Avant l'apparition du chemin de fer, aux États-Unis, on aura tout un réseau de canaux. C'est-à-dire, il y a déjà des grandes rivières qu'on va utiliser pour le commerce, bon, que ce soit le Mississippi, la rivière Ohio, et ainsi de suite. Ce que les Américains vont faire, c'est qu'ils vont construire toute une série de canaux qui vont permettre de faire se relier entre eux les différents points d'eau. Et le canal probablement le plus spectaculaire qui a été construit littéralement à la main par des ouvriers. Donc, c'est le canal Erie qui va permettre de faire en sorte que la rivière Hudson qui part de New York puisse rejoindre les Grands Lacs. Donc, ça va aboutir à Buffalo, au lac Erie. Et là, c'est une série de 83 écluses qui vont permettre aux navires, justement, d'évoluer vers les Grands Lacs. Et ça va littéralement confirmer l'importance de New York comme premier port de l'Amérique du Nord. C'est un canal qui a été construit, qui a été financé par, justement, des grands industriels de New York parce qu'ils voyaient l'importance de relier l'intérieur du continent à leur ville. Et ça, ben, ça va, ben, plus jusqu'à ce moment-là de l'histoire, là, on parle ici des années 1830. Montréal et New York se livraient une lutte à savoir quel était le port le plus important d'Amérique du Nord, mais c'est définitivement là, New York qui l'emporte avec ce grand canal-là. Mais bon, il y a le canal Erie, mais il y en a plein d'autres, comme je vous l'ai dit, et ça, ben, avec la navigation à vapeur, ben, ça permet le déplacement des marchandises. Euh,
Sinon, ben, à partir de 1860 et à partir des années 1830-40, on commence à en avoir. Mais là, définitivement, dans la deuxième moitié du 19e siècle, les États-Unis vont développer un réseau ferroviaire absolument formidable et que le réseau ferroviaire américain est plus important. En fait, le kilométrage de chemin de fer aux États-Unis est plus important que le reste du monde combiné. En 1860, c'est 48 000 kilomètres de chemin de fer qu'on voit aux États-Unis. En 1870, on est rendu avec 85 000 kilomètres de chemin de fer aux États-Unis. Et là, ben, il est maintenant possible, à partir des années 1870, de faire le trajet en train. Donc, les deux côtes sont reliées par le train. En 1849, en 1880, pardon, on est rendu avec 149 000 kilomètres de chemin de fer aux États-Unis. Et j'attire votre attention là-dessus et on y reviendra dans une capsule, mais on peut déjà voir justement la différence entre le nord et le sud, que le nord est beaucoup plus relié, interrelié par le chemin de fer, alors qu'au sud, on a développé un chemin de fer, des réseaux essentiellement pour transporter le coton, soit vers les ports ou soit vers le nord, mais c'est tout. Alors qu'au nord, les communications sont pas mal plus rapides. Donc, c'est tous ces éléments-là mis ensemble, ça fait en sorte que les États-Unis se sont bien développés sur le plan, donc avec tous les éléments pour connaître un développement industriel important, et ça a effectivement été réussi. D'une certaine façon, la vision hamiltonienne des choses, c'était peut-être la bonne pour les États-Unis, qui, c'est un pays, donc, c'est largement enrichi. Par contre, évidemment, une telle industrialisation va amener comment je pourrais dire, son lot de problèmes. Et on verra justement dans une capsule subséquente quels sont justement ces problèmes-là. On pourrait juste parler ici au départ, par exemple, de l'extermination de tous les bisons qu'il y avait aux États-Unis. Les bisons qui étaient essentiels à la survie de plusieurs populations autochtones. Ben, la construction du chemin de fer amène l'extermination de ces bisons-là. Pourquoi? Ben, parce que justement, on exproprie des territoires. Puis aussi, ben, c'est que les travailleurs du chemin de fer, au fur et à mesure qu'on s'étend vers l'ouest, ont besoin de nourriture et on va chasser de façon intensive les bisons. Mais bien évidemment, il y aura d'autres problèmes liés avec l'industrialisation. Bien, ça va être la misère urbaine, ça va être justement une prolétarisation d'une partie de la population, la pollution, destruction d'espaces naturels. Mais ça, comme je vous l'ai dit, on aura l'occasion de s'en reparler.